Nick Szabo sort du silence et c'est important, il tweete énormément en ce moment. Si vous avez l'application X, anciennement Twitter, je vous recommande vivement de vous abonner au compte de Nick Szabo pour pouvoir suivre ce débat au sujet de la version 30 du logiciel Bitcoin Core. C'est un débat qui est absolument fascinant et passionnant, tant pour ses aspects techniques que pour la question philosophique qu'il pose sur l'avenir même de Bitcoin. C'est toujours intéressant et important de s'intéresser à ce que dit Nick Szabo. Il y en a beaucoup hein, qui le soupçonnent d'être Satoshi Nakamoto, d'être lui-même l'inventeur du Bitcoin. Et puis en tout état de cause, de toute façon, c'est un profil très intéressant, complet, puisqu'il est à la fois informaticien, juriste, mais aussi un petit peu historien. Il s'est intéressé à plein de choses. Il a un blog formidable qui aborde plein de sujets, notamment sur l'origine de la monnaie. Et donc son opinion sur le Bitcoin est toujours très importante et en tout cas très écoutée et très respectée. Alors je vais rentrer dans les détails techniques pour qu'on comprenne les inquiétudes de Nick Szabo, qui sont surtout des inquiétudes juridiques hein, sur l'avenir de Bitcoin. Mais avant ça, je voudrais rappeler la problématique, la toile de fond qui a un petit peu derrière tout cela, c'est de savoir quelle doit être la fonction ultime, la fonction réelle, la fonction principale de Bitcoin. Certains pensent que Bitcoin doit avoir uniquement une fonction monétaire, c'est-à-dire organiser des transferts de valeur, tandis que d'autres considèrent que Bitcoin peut avoir d'autres utilités. En quelque sorte, on peut profiter de cette blockchain ultra sécurisée pour pouvoir mettre d'autres fonctionnalités sur le réseau Bitcoin et notamment un système d'horodatage de données. Alors pour rappel, pour bien comprendre d'où vient l'inquiétude de Nick Szabo, voici une présentation ultra simplifiée de l'infrastructure Bitcoin avec le rôle essentiel des nœuds. Les nœuds, c'est vraiment l'armature du réseau, c'est ce qui permet le fonctionnement décentralisé de Bitcoin sans autorité centrale. Il y a des dizaines de milliers de nœuds à travers le monde et ils participent au réseau avec un logiciel Bitcoin Core. C'est Satoshi Nakamoto qui a fait la version 0 de ce logiciel et on en est à la version numéro 29 et on attend possiblement bientôt la version 30 et c'est à l'occasion du développement de cette version 30 qu'il y a eu un débat dont on va parler. Ces nœuds, ils ont deux fonctions principales. D'une part, c'est d'envoyer les transactions. Ils vont collecter les transactions et envoyer les transactions dans une même pool, la même pool qui rassemble toutes les transactions en attente. C'est une sorte de salle d'attente de validation des transactions. Les mineurs vont ensuite sélectionner des transactions, les mettre dans des blocs, et une fois qu'ils ont validé un bloc, ce bloc rejoint la blockchain et les nœuds, eux, gardent une copie de la blockchain. J'en viens à des aspects un petit peu plus techniques pour présenter la V30 envisagée de Bitcoin Core. Alors cette V30, elle vise à augmenter la taille possible de données qu'il est possible d'associer à une transaction Bitcoin via la fonction UpReturn. Donc cette fonction UpReturn, elle a été introduite dès 2014 dans le réseau Bitcoin. Elle avait pour but donc d'associer quelques données à une transaction, vraiment pas beaucoup, hein, c'est 80 octets autorisés maximum, donc ça représente à peine 80 caractères en gros. C'est un peu comme si vous associez à un virement bancaire le motif de votre virement bancaire. Alors pourquoi on a créé cette fonction? J'ai fait des recherches pour essayer de comprendre. On a créé en 2014 cette fonction parce qu'il y avait déjà des gens qui essayaient de se servir du Bitcoin comme un système de redatage de données, mais comme cette fonction n'existait pas, ils avaient trouvé un moyen de contournement. Ils envoyaient leur Bitcoin sur une adresse fictive qu'ils avaient sélectionnée, donc ça permettait d'horodater la donnée qui était contenue dans cette adresse fictive. Le problème, c'est que le Bitcoin envoyé était définitivement perdu. Donc ça pouvait nuire finalement au développement du Bitcoin, cet usage détourné. Donc on a préféré créer cette petite fonction UpReturn pour au moins qu'il n'y ait pas un usage détourné du Bitcoin et que des Bitcoins ne soient pas bêtement perdus uniquement pour horodater des données. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en 2014, donc une possibilité d'associer quelques petites données à une transaction Bitcoin. Alors le problème, c'est qu'en 2021, ils ont changé le protocole de signature. Donc de 2014 à 2021, ça allait très bien. Et puis en 2021, nouvelle modification, on change le protocole de signature pour Bitcoin. Alors dans le but principalement d'améliorer la confidentialité et puis de permettre une baisse des frais de transaction. Enfin bref, c'est une modification qui a été très utile et sur laquelle il n'est pas envisagé de revenir. Le souci,
C'est que cette mise à jour, cette modification du protocole de signature, présente une petite faille en quelque sorte qui permet à des petits malins, d'ajouter des données sur la blockchain, Bitcoin. Et là, on revient au problème initial, c'est parce que quand on utilise, Taproot pour mettre des données sur la blockchain, Bitcoin, eh bien les bitcoins, qu'on a utilisés sont perdus, on ne peut plus les réutiliser parce que si on les réutilise, ben, on détruit la donnée qu'on a voulu horodater. Donc finalement, on considère que, enfin en tout cas les développeurs de Bitcoin Core considèrent que l'utilisation détournée, de Taproot peut nuire au réseau, Bitcoin. Voilà pourquoi les développeurs de Bitcoin Core proposent dans le cadre de la V30, de la mise à jour du logiciel, une modification importante qui consiste à augmenter la taille des données qu'il sera possible désormais de mettre dans la fonction upReturn. Le but recherché, c'est que tous ceux qui utilisent de façon détournée Taproot, le protocole de signature Taproot pour ajouter des données à la blockchain, eh bien, cessent de le faire et utilisent plutôt la fonction upReturn. Désormais, au lieu de mettre juste 80 caractères, il serait possible de mettre plusieurs paragraphes de données associés à une transaction Bitcoin. Les partisans de cette mise à jour ont plusieurs arguments à faire valoir. Alors tout d'abord, ils pensent que cette mise à jour va permettre de rendre le réseau Bitcoin plus propre. Il n'y aura plus de données cachées au fin fond des scripts Taproot. Là, on aura des données claires, faciles à lire, qui seront dans la fonction upReturn. Deuxième argument en faveur de cette mise à jour, c'est qu'il n'y a aucun changement sur le consensus Bitcoin, donc il n'y a pas de risque d'atteinte à la valeur du Bitcoin. Aucun changement donc sur les règles principales du Bitcoin, 21 millions de Bitcoin maximum, un bloc toutes les 10 minutes, tout ça, ça ne change pas. Troisième argument, troisième avantage, ça va offrir plus de flexibilité pour les développeurs qui souhaitent ajouter des fonctionnalités sur la blockchain Bitcoin, donc ça va permettre l'émergence de nouvelles applications. Quatrièmement, ça aligne la réalité le code du réseau avec la réalité du réseau, puisqu'actuellement il y a un usage détourné du réseau, donc autant avoir un code du réseau qui permet, un usage normal, du réseau. Cinquième argument, ça va accroître «l'utilité» entre guillemets du réseau Bitcoin. Vous savez qu'il y a un débat sur la valeur intrinsèque du Bitcoin. Certains considèrent que Bitcoin n'a aucune valeur intrinsèque puisqu'il n'a pas d'utilité, il ne fait juste, du transfert de valeur. Certains considèrent qu'il faudrait donc lui donner une utilité pour lui conférer une valeur intrinsèque et cette utilité, ça pourrait être l'horodatage de données justement. Donc on aurait vraiment une utilité accrue du réseau Bitcoin, un usage non monétaire du réseau Bitcoin qui lui conférerait de manière indiscutable une valeur intrinsèque. Autre argument, si ces usages se développent, cela pourrait contribuer à augmenter les frais pour les mineurs et on sait que c'est un des enjeux pour le Bitcoin. Il faut que les frais augmentent à terme puisque la récompense qui est allouée aux mineurs a vocation à diminuer, hein, elle est divisée par 2 tous les 4 ans dans le cadre du halving et à terme, pour que le réseau fonctionne, eh bien, il faudra que les mineurs soient rémunérés et donc il faudrait que les frais augmentent. Enfin, dernier argument qui est plutôt un contre-argument, donc certains opposent le fait qu'il pourrait, y avoir une utilisation détournée avec des spams qui seraient introduits, sur la blockchain, ou via les transactions. Eh bien, les partisans de la mise à jour ne sont pas inquiets. Ils nous expliquent que grâce justement aux frais, qui ont vocation d'ailleurs à augmenter, eh bien, il n'y aura pas de spam. Les frais vont jouer naturellement un rôle anti-spam. Alors c'est justement sur ce point que Nick Szabo est intervenu dans le débat pour dire qu'il n'était pas du tout d'accord sur le fait que les frais allaient jouer un rôle anti-spam suffisant. Il a fait valoir, regardez, que les frais protègent uniquement les mineurs et non les nœuds, hein. Il explique, regardez la traduction, que les frais protègent les mineurs mais ne constituent pas un moyen de dissuasion suffisant pour protéger l'ensemble des nœuds. Pourquoi? Bah, parce que les opérateurs de nœuds, eux, ils perçoivent pas de frais. Ils ne font que transmettre les transactions et tenir une copie de la blockchain. Ce sont les mineurs qui, eux, perçoivent des frais. Donc quelqu'un pourrait très bien, mettre des données jusqu'à la même pool, même si sa transaction, n'est pas associée à un bloc, eh bien, il n'empêche que les nœuds auront, transmis, la donnée, le spam jusqu'à la même pool. Et Nick Szabo ajoute que cela pose un vrai problème sur la responsabilité juridique des opérateurs de nœuds qui pourraient être plus facilement recherchés dans certains pays. Et ça, c'est vraiment très grave puisque les nœuds, comme on l'a vu, c'est l'armature du réseau. Donc s'ils commencent à être inquiétés juridiquement, ça pourrait vraiment affaiblir
toute l'infrastructure Bitcoin. Alors certes, les nœuds transmettent déjà des données, mais jusqu'à présent, ce sont soit des petites données, puisqu'on a vu que pour UpReturn, c'est juste 80 octets, donc ça ne permet pas de mettre des contenus illégaux, en tout cas pas de façon massive, sur la blockchain, soit ce sont des données cachées à travers le protocole de signature Taproot. Donc, un opérateur de nœud peut toujours se défendre en indiquant qu'il n'a pas vu, qu'il n'a pas compris les données qu'il avait transmises, puisque justement, il s'agissait de données cachées. Or là, ce serait totalement différent puisqu'on augmente la taille des données qui peuvent être transmises. Donc, si on a une transaction à laquelle est associé un contenu illégal, donc par exemple de la pédopornographie ou de l'apologie du terrorisme, peu importe, d'autant qu'on peut aussi associer des petites images hein, en termes de données. C'est pas seulement du texte, hein, tant qu'on reste dans la taille limite de ce qui est autorisé, ça peut être aussi des petites images. Donc là, ça pose un vrai risque pour les opérateurs de nœuds qui pourraient être accusés d'avoir diffusé un contenu illégal et être attaqués juridiquement. Donc voilà pourquoi Nixabo s'oppose à cette mise à jour. Il considère qu'elle risque d'accroître les risques juridiques qui pèsent sur les opérateurs de nœuds. Il considère également que la visibilité des données aggrave le problème puisqu'elle rend plus facile la preuve de la transmission de contenus illégaux. Il a donc, lui, pour sa part, une préférence pour la complexité. Il considère que finalement, il vaut mieux que Bitcoin reste complexe, que finalement, il vaut mieux qu'il y ait un usage détourné du protocole de signature Taproot, parce que cela va entraver le développement de cet usage qui consiste à ajouter des données à la blockchain, et puis ça réduit donc le risque juridique sur les opérateurs de nœuds. À défaut, ce que suggère Nick Szabo, c'est de permettre aux nœuds de garder le contrôle local, donc de permettre à chaque nœud de limiter la taille de UpReturn pour limiter son risque juridique. Voilà, j'ai résumé la position de Nick Szabo dans cette petite infographie. Alors, de mon point de vue, la position de Nick Szabo s'explique surtout par le fait qu'il souhaite absolument qu'on préserve la fonction monétaire du Bitcoin. Et ça peut se comprendre si jamais on adhère à la thèse selon laquelle Nick Szabo est Satoshi Nakamoto lui-même, sachant que Satoshi Nakamoto n'avait pas prévu au départ cette fonction up return. Donc il n'y a pas de raison que si Satoshi Nakamoto est toujours présent dans le débat public, il souhaite le développement de la fonction up return. Ce serait bien étonnant. Donc Nick Szabo, lui, il est plutôt du côté de ceux qui pensent que le Bitcoin n'a pas vocation à avoir d'autres utilités que celle du transfert de valeur. Ça se sent d'ailleurs quand on lit son blog ou quand on étudie son essai, Shelling Out the Origins of Money, un essai très intéressant à lire, dans lequel lui développe la thèse que la monnaie a émergé de certains biens de collection, biens de prestige en quelque sorte, qui n'avaient aucune utilité pratique. Alors ça peut être des coquillages ou ça peut être des silex taillés finement. Ces biens de collection que l'humanité aimait produire et collectionner en quelque sorte, ont pu servir à un certain moment dans la préhistoire de monnaie, et c'est comme ça que l'humanité aurait découvert la monnaie. Donc Nick Szabo, il est plutôt partisan de cette thèse d'une monnaie inutile, qui n'a pas d'utilité pratique, qui sert uniquement à faire un échange de transfert de valeur. Voilà pourquoi Nick Szabo, à mon sens, n'est pas trop favorable à ce que le réseau Bitcoin dérive vers l'eurodatage de données. On a des exemples avec des exemples réels hein, dans l'histoire. L'or, qui a assez peu d'utilité pratique, a pu s'imposer comme une monnaie d'échange, tandis que d'autres métaux qui avaient plus d'utilité pratique, eux, n'ont pas réussi à s'imposer durablement comme monnaie d'échange. On pense par exemple au cuivre, qui a pu servir à un moment donné de monnaie, mais qui ne sert plus du tout aujourd'hui de réserve de valeur ou de monnaie, parce que justement, il a trop d'utilité pratique. Voilà donc un petit peu, selon moi, le sens philosophique, le sens profond de cette querelle qu'on a sur la mise à jour du logiciel Bitcoin Core. Je précise qu'à la base, je ne suis pas du tout spécialiste du Bitcoin ou informaticien. Je me suis documenté, j'ai fait des recherches pour essayer de comprendre le débat qu'il y avait en cours. Pourquoi j'ai fait ces recherches? Bah, parce que je suis un simple investisseur particulier qui a un petit peu de Bitcoin et j'ai envie de comprendre dans quoi j'investis. Donc, il est possible que j'ai fait quelques approximations, voire des erreurs dans cette présentation. Si vous-même vous êtes un peu plus spécialiste, n'hésitez pas à corriger mes erreurs en commentaire ou à apporter un point de vue un petit peu différent. Et puis, en tout cas, si cette vidéo vous a intéressé, vous a plu, vous a appris quelque chose, bien, je vous remercie, si vous le souhaitez, de bien vouloir vous abonner à ma chaîne pour qu'on puisse se retrouver plus facilement la prochaine fois sur YouTube. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et puis je vous dis à bientôt. Ciao.